Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente Les L du patrimoine, un podcast réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la DRAC et le studio Flamboyance. Découvrons ensemble des personnes qui travaillent à la DRAC Hauts-de-France à Amiens et à Lille. Je m'appelle Delphine Droussant, je suis conseillère pour l'architecture au pôle patrimoine et architecture au sein de la DRAC Hauts-de-France. En quoi consiste votre métier ? Je voulais évoquer un des statuts de l'Association nationale des conseillers pour l'architecture qui définit l'architecture comme étant une discipline technique, artistique et culturelle qui s'exerce dans le cadre économique de la production et de la conservation des espaces aménagés et construits au bénéfice du vivant. C'est une définition qui est très complète de l'architecture et en même temps très complexe, mais je pense que ça définit le domaine extrêmement vaste, on va dire, dans lequel s'accomplissent mes missions et donc les missions du service architecture auquel j'appartiens. Dans le cadre du suivi de la profession d'architecte, le service architecture donc assure le rôle de commissaire du gouvernement. Et puis ensuite, l'autre mission régalienne, c'est l'instruction des recours contre les avis des architectes des bâtiments de France. On peut faire des médiations et aider le préfet à émettre un avis, on va dire. Et quand cet avis conforme est émis, on a le pétitionnaire en fait qui peut s'opposer à cet avis quand il reçoit l'avis défavorable. En tout cas, il peut formuler un recours. Et donc nous on réceptionne ce courrier et donc nous on va instruire ce recours, on va voir la recevabilité de ce recours. Et puis, on va organiser une médiation si elle est demandée par le requérant. Parfois, on fait des médiations qui sont un peu moins officielles, on va dire, où là, on réunit le pétitionnaire, l'ABF. ABF est l'acronyme d'Architectes des bâtiments de France. Parfois, je demande aussi le conseil de l'architecte conseil de l'État. Ce sont des architectes qui exercent dans d'autres régions. Et parfois, je leur demande aussi d'être présents. Et puis, voilà, tout le monde expose son point de vue sur le sujet. Et puis, finalement, moi, j'essaye comme j'ai été architecte en libéral aussi, et j'ai été aussi architecte des bâtiments de France, donc en fait je vois un petit peu ce que chacun attend de l'autre et ça permet finalement de tendre vers une solution qui est acceptable à la fois pour le pétitionnaire et l'ABF. Généralement, toutes les médiations que nous avons conduites, elles se sont toujours peut-être pas bien passées mais bien terminées. Parce que c'est vrai que tout le monde arrive très stressé en fait à ce genre de rendez-vous. On sent que parfois chacun veut camper sur ses positions. Et puis en fait la seule personne détendue lors de ce genre de réunion c'est moi. Mais c'est vrai que ça permet de conduire finalement, de conduire les échanges plus objectivement, puisque voilà, je ne suis pas personnellement affectée. Je veux dire, c'est pas mon avis qui est attaqué, c'est pas à moi qu'on refuse de réaliser les travaux. Donc finalement, ça me permet d'être un peu plus détendue et peut-être d'entendre davantage les arguments des uns et des autres, parfois de les reformuler. Vous mentionnez avoir été architecte en libéral et architecte des bâtiments de France. Vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail votre parcours ? Alors, dès le lycée, mes études se sont orientées vers le scientifique et le technique. Donc après l'obtention de mon bac E à l'époque, puisque ça fait quand même déjà un certain nombre d'années que je suis bachelière, j'ai obtenu donc un DUT en génie civil option bâtiment. Ce DUT m'a offert une passerelle vers l'école d'architecture de Paris La Défense. Dès l'obtention du diplôme d'architecte DPLG, je me suis mise directement en libéral. Après avoir exercé en libéral pendant 8 ans, j'ai intégré la fonction publique territoriale pour exercer le métier d'architecte programmiste au sein de la direction de l'éducation. Ensuite, j'ai été chargée d'opérations sur les grosses opérations universitaires et industrielles. Et donc finalement, il y a 5 ans, j'ai intégré le corps des architectes urbanistes de l'État, pour le ministère de la Culture. Et donc j'ai tout d'abord exercé le métier d'architecte des bâtiments de France dans la Somme. J'étais adjointe au chef de l'UDAP. Et puis en 2021, début 2021,
j'ai intégré donc ce poste de conseillère pour l'architecture. Mais c'est vrai que ce poste m'anime vraiment plus particulièrement parce qu'il est complètement en accord, on va dire, avec la notion, on va dire, de service public, avec le côté social, sociable aussi. Y a-t-il un moment fort que vous souhaitez partager avec nous ? Quand j'étais architecte des bâtiments de France, en fait, j'étais très sollicitée par rapport à la cathédrale d'Amiens. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas encore de prestataire lorsque l'alarme se déclenchait, on avait un roulement entre nous. Cette cathédrale m'a donné à la fois des sueurs froides, elle m'a fourni aussi des sensations, enfin des moments d'extase presque, parce que c'est vrai qu'il y a je veux dire, quand on a les clés de la cathédrale d'Amiens et qu'on se retrouve à faire une levée de doute sur un capteur qui s'est déclenché, voilà, donc on n'avait pas trop prévu, le soir, on se retrouve toute seule à errer dans cette cathédrale et on se dit pourvu qu'il y ait personne qui se soit laissé enfermer là-dedans, parce que... Mais il y a à la fois ce côté très mystique finalement, parce qu'on déambule dans la cathédrale, il y a toutes les chapelles qui sont illuminées par les cierges, enfin toutes les bougies en fait. Ça donne une ambiance assez particulière, on se fait survoler par les chauves-souris, et en fait on a à la fois peur et on est à la fois émerveillé en fait, parce moi j'ai eu cette impression d'avoir un moment privilégié. C'est très curieux. D'avoir un moment privilégié avec ce monument qui est quand même fabuleux, qui est incroyable. À 3h du matin, on se retrouve à grimper, à gravir les centaines de marches avec les pompiers. Parfois même, quand ça sonnait à 3h du matin, sincèrement... allez, on enfile direct le pantalon, le pull et hop, on part, on court, on va... Et puis des anecdotes avec les pompiers, avec les services de l'ordre. C'est vrai qu'il y a des liens en fait qui se créent autour de ce même objet architectural, patrimonial, enfin vraiment. Et ouais, ça c'est quelque chose je pense que c'est ce qui m'a jusqu'à présent le plus marqué. Avez-vous été soutenu pendant votre parcours ? Eh bien, j'ai eu la chance de croiser des personnes bienveillantes. J'ai toujours été... en fait, je pense que j'ai des capacités d'intégration qui sont quand même assez fortes. Et donc, c'est vrai que je suis quelqu'un de souriant, sociable. Je pense que ma propre bienveillance... fait que une personne qui va être également bienveillante, finalement on va avoir des atomes crochus et puis elle va me transmettre son savoir. C'est vrai que quand je suis arrivée sur le poste d'architecte programmiste, oui, je savais qu'il y avait des programmes fonctionnels, architecturaux et techniques. Oui, je les lisais quand je faisais des concours finalement, mais de là à les écrire, c'est quand même quelque chose. Alors bien évidemment, il y a eu les professeurs de collège, de lycée, d'université. C'est quand même les premiers qui contribuent à nous faire prendre confiance en soi. Parce que c'est pas facile quand on est une jeune fille. À l'époque, on revient quand même dans les années... 80-90, de s'orienter vers des filières scientifiques et techniques. Et puis c'est pas facile aussi quand on est issu d'une famille de parents ouvriers, de rêver à un métier prestigieux en fait. Ça c'est. Et puis après professionnellement évidemment, j'ai croisé aussi des personnes bienveillantes, notamment ici au ministère de la Culture, il y a eu Christian Doual, qui était mon ancien directeur adjoint délégué en charge des patrimoines, qui m'a tout d'abord orienté lors d'un entretien de recrutement qu'il menait à la DRAC. Et lorsqu'on a fait cet entretien, il m'a dit « Mais pourquoi vous ne postulez pas sur le poste d'architecte des bâtiments de France ?» Et injustement, je ne pensais ne pas pouvoir en fait y accéder. Il m'a dit « Mais voyons... vous avez tout à fait les capacités, les compétences, donc je pense que c'est tout à fait possible. Faut plutôt poser votre candidature en fait pour ce poste.
À chaque fois, en fait, il est venu me redonner confiance en moi à des périodes, on va dire, un peu troubles de mon existence professionnelle, on va dire. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été là. Après, il y a eu des mauvaises rencontres également, hein. C'est vrai qu'il faut pas non plus les occulter. Quand j'étais jeune archi, j'ai eu une association ratée, en fait, car le futur ex-associé, au moment où on discutait un peu de comment on pouvait voir un peu notre association, m'a demandé si je comptais avoir des enfants. À l'époque, j'avais pas encore 30 ans, donc j'ai répondu oui. Et donc, bon, là, ça a été un gros flop. Donc, l'association ne s'est pas faite. Avez-vous vécu d'autres discriminations du fait que vous êtes une femme ? J'ai toujours été dans un environnement masculin, majoritairement masculin, dès le lycée, parce que j'étais en scientifique, technique. Je pense que cela a développé quand même ma répartie, mon sens de l'humour, qui me sert encore aujourd'hui, me sortir parfois de situations qui pourraient s'avérer un peu tendues. Par exemple, lors d'une des premières réunions en comité de pilotage de différentes structures étatiques, enfin un sous-préfet qui était fraîchement arrivé en poste effectue un tour de table, donc il serre la main à tout le monde, bonjour monsieur untel, bonjour monsieur untel. Il arrive devant moi, il me dit bonjour Delphine. C'est la deuxième fois qu'on se voyait. J'ai été assez surprise et je me suis dit il m'appelle par mon prénom. Et en fait je me suis pas démontée. Je l'ai appelé aussi par son prénom. Je lui ai dit change le prénom volontairement là. J'ai dit bonjour Xavier. Et j'ai vu qu'il avait marqué un temps d'arrêt, mais je me suis dit en même temps il m'appelle par mon prénom, il n'y a pas de raison que je lui donne du bonjour monsieur le sous-préfet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Et donc j'ai vraiment vu que ça l'avait percuté ce bonjour Xavier. Et donc, et après, finalement, il a continué à m'appeler Delphine et moi j'ai continué à l'appeler Xavier. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être parfaitement honnête sur mon poste actuel, je ressens pas trop ces clichés, vraiment, parce que d'une part, parce que la DRAC, elle œuvre pour aller à l'encontre de tout ça, donc c'est vrai que c'est pas trop au sein de la DRAC finalement, ce serait peut-être plus au niveau extérieur et encore, mais je pense que l'expérience aidant, je pense que j'y suis moins sensible en fait, ou alors quand ça se présente à moi, on va dire que je suis suffisamment espiègle pour m'en amuser. Avez-vous un message à faire passer ? Si j'avais un message, on va dire, à faire passer, mais à des étudiantes, ou à une personne qui vient d'arriver au sein de notre ministère, ce serait de l'inciter à ne pas s'éloigner de ses valeurs pour pouvoir rentrer justement dans un moule, on va dire. Je sais pas comment, de jamais oublier d'où on vient, parce que ça, je pense que c'est important, c'est ce qui nous tient le plus à cœur. D'oser sortir aussi parfois du cadre, parce que c'est ce qui fait aussi finalement notre originalité, et puis ce qui fait de nous un être humain à part entière. C'est bien de pas sortir du cadre, c'est bien de sortir parfois du cadre, de garder toujours le courage, l'adaptabilité, la confiance en soi et puis envers les autres, parce que c'est important d'avoir confiance en les autres, parce que sinon on ne fait plus rien. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France qui ont choisi de porter et de financer intégralement ce podcast. Un immense merci aux équipes et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadrenne. Ce podcast a été réalisé par le Studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé et Michel Rommel. Les musiques sont de Unicorn Heads. À bientôt!